Alors ce colloque est pertinent et intéressant à plusieurs titres, mais je vais dégager deux points essentiels. Il est question de biodiversité. Pendant des années et des années, la biodiversité a été perçue par le monde vigneron comme un système qui devait être extérieur au vignoble. Et lorsqu'on respectait cette biodiversité, c'était quand même dans des conditions de distance appréciables par rapport à la vigne. Aujourd'hui, il est question de réintroduire la biodiversité dans la vigne, avec des couverts végétaux, avec des arbres, et toute la faune et la flore qui va avec. Marc-André Sellos nous a parlé aussi abondamment du monde souterrain, ce monde qui effectue tout le travail de prélèvement des solutions minérales, et ce monde qui permet la transmission du message de la roche du sous-sol dans la baie et puis dans le vin. Donc ce colloque, je pense, va beaucoup questionner le monde vigneron, l'interpeller, lui donner des idées à approfondir, et c'est une excellente chose parce que nous avons besoin impérativement que les vieux acquis soient un petit peu bousculés et que des interventions du type de celles que nous avons écoutées puissent non pas remettre en question, mais apporter des précisions fondamentales qui vont guider, et c'est ce qui est le plus important, le monde vigneron dans un avenir quasi immédiat. Also ich muss erstens sagen, dass ich freue mich sehr, dass es so viele deutsche Kollegen hier gibt. Es ist sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten für Weine und nicht nur für Weine in Europa. Also willkommen. Et pour revenir à l'objet donc qui va nous intéresser, je voudrais donc vous proposer une vision d'une diversité microbienne et surtout de cette diversité en termes fonctionnels, c'est-à-dire quelles sont les fonctions que remplissent ces diverses espèces, parce que la liste des espèces, à la limite, on s'en fiche. En réalité, ce qu'on a souvent ignoré en ignorant la liste des espèces, c'était leur rôle. Alors, quand on voit la vigne, évidemment, on ne voit rien, comme toujours, parce que le vivant, il est essentiellement microbien, et donc c'est à d'autres échelles que se dessine réellement le paysage. Il faut zoomer. Alors, l'autre chose qui fait d'ailleurs qu'on a du mal ici à voir ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe sous terre, et c'est quand même là que la vigne développe un bon tiers de sa biomasse, et que se trouve l'essentiel de la diversité biologique de cette image. Alors, on va essayer de regarder un petit peu où sont les microbes dans toutes ces images. Et d'abord, puisque dans l'introduction, il était dit que j'étais intéressé aux champignons qui sont associés aux racines des plantes, on va regarder un petit peu comment les plantes, et en particulier la vigne, exploitent le sol. C'est-à-dire qu'on va aller là où on ne voit pas, parce que c'est pas transparent, et on va regarder ce qu'on voit pas, parce que pour le coup, c'est trop petit. Alors, les racines de la vigne sont effectivement elles portent pas sur elles un point important, c'est que quand on regarde finement à l'intérieur des racines, on voit qu'il y a entre les grandes cellules de la racine, bon là ça c'est du maïs, hein, c'est pas de la vigne, mais au moins l'image est beaucoup plus parlante ici, entre les grandes cellules de la racine, il y a des filaments de champignons qui pénètrent même dans les cellules racinaires en se ramifiant. Et cette pénétration qu'on appelle un arbuscule, elle fait de la mycorrhize de la racine un organe mixte, jusque dans les cellules qui associent du champignon. Voilà. Il faut comprendre que le champignon, lui, est aussi présent dans le sol, et que c'est un champignon qu'on ne voit pas à l'œil nu, puisqu'il se reproduit en faisant des spores directement dans le sol. Vous ne le voyez jamais en surface, et il n'est jamais macroscopique. Ces champignons-là appartiennent au groupe des gloméromycètes, bon, peu importe. Et dans ce film, on va voir une animation qui nous raconte comment, d'une part, les racines émettent, ce sont ces espèces de fluorescences que vous voyez, elles émettent des substances, notamment des strigolactones, qui sont susceptibles d'attirer ces champignons, de telle sorte que quand les filaments externes de ces champignons grandissent dans le sol, eh bien, ils ne sont pas réceptifs aux exudats, aux produits envoyés dans le sol par certaines plantes, mais d'autres plantes, en revanche, les attirent, c'est-à-dire qu'ils grandissent de façon orientée vers la plante et commencent à se ramifier et à émettre eux-mêmes des molécules qu'on appelle les facteurs MIC qui vont provoquer une ramification de la plante. Donc en fait, les substances de la plante font
se ramifier le champignon fait se ramifier la racine, le contact finit par advenir, mais dans ce contact, en fait, le champignon va très rapidement pénétrer dans la racine. C'est-à-dire qu'en fait, il va être capable de liser en bleu, de détruire la paroi de la cellule, mais pas, c'est le mince liseré le plus interne, pas la membrane des cellules, en sorte que les cellules survivent au passage du champignon. Et dans certaines cellules un peu plus internes, le champignon, toujours en laissant entière la membrane qui limite la cellule, donc toujours en laissant la cellule vivante, va développer cette structure ramifiée ou arbuscule, qui est l'endroit des échanges entre les partenaires, à savoir que le champignon amène donc de l'eau et des sels minéraux de toutes sortes, azote, phosphate, potassium en particulier, cependant que le sucre qui arrive aux racines rentre dans le champignon. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est du saccharose, et il faut que la cellule racinaire, ça se voit pas très bien sur ce film, coupe le saccharose en deux, parce que le champignon, lui, ne peut pomper que du glucose, voire du fructose. Donc, en fait, c'est du sucre qui va être repréparé localement, et qui est le bénéfice pour le champignon. Et aussi d'ailleurs le coût de l'association pour la plante. Alors, cette association, donc, elle a un rôle trophique pour les partenaires. Alors, je vais un peu vite. Non, c'est bon. Vous avez ici un exemple de vigne qui a poussé donc, sur un sol de vigne standard. Hein, c'est du pinot noir dans l'Oregon, avec des teneurs en phosphate, en phosphore, en azote et en cuivre données. Et puis on rajoute une souche de champignons dans le milieu, dans le sol, et on s'aperçoit qu'effectivement ça change complètement le profil d'exploitation du sol, alors même que d'ailleurs dans le sol de départ, là, il y avait déjà des champignons, mais en rajoutant massivement une souche ou l'autre, eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, l'exploitation du phosphore et de l'azote augmente, mais pas forcément autant, d'ailleurs. Et ça, c'est un des aspects du terroir, c'est que selon la disponibilité de champignons locaux, vous avez des capacités d'exploitation, même par un clone, qui changent en fonction des partenaires qui peuvent être trouvés, et qui changent souvent, quand il y a des champignons, d'une façon qui améliore la nutrition. Alors, ce n'est pas un miracle, hein, c'est juste que la plante s'associe à tous les champignons et ne fait persister l'association, ne la fait fonctionner que si elle lui permet de se nourrir. Donc, il y a beaucoup de mycorhizes qui ne fonctionnent pas parce que le champignon ne se comporte pas bien. Voilà. Alors, donc, voilà l'échange réalisé entre les partenaires, qui est donc un échange nutritif. On va voir que cette association n'est pas que nutritive, mais c'est ainsi que la plante circonvient au problème de dilution des aliments dans le sol. Elle nourrit un réseau de filaments qui va chercher les aliments à plus grande distance de la racine. Et ne me posez pas la question quelle distance, parce qu'en fait, on a quelques records à proposer, mais on ne sait pas quelle est la distance moyenne, sachant qu'elle est quand même de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est donc, est-ce que je dois inoculer ? Est-ce que je dois aller acheter de la poudre de perlimpinpin chez mon fournisseur ? Alors, vous devinez donc à la formulation de cette question que je ne suis pas très pour, parce que déjà, c'est encore et toujours cette histoire d'intrant qui consiste à exporter la complexité de l'acte culturel hors de l'exploitation et à reposer sur ce que font les autres plutôt que sur ce que l'on fait. Mais ce qui me gêne surtout dans les inoculums commerciaux qui sont disponibles, c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent, et en réalité, la plupart du temps, ils sont exotiques, ils viennent d'autres pays, et introduire des espèces venues d'autres pays, outre que des fois c'est très limite réglementairement, mais ça, bon, on s'en fout, c'est risquer aussi de faire des bêtises et d'introduire des choses qui deviendront invasives. Bon. Donc on veut que la source soit locale, ce qui n'est pas toujours le cas des inoculums qui sont proposés. Ensuite, on veut qu'elle soit adaptée au sol. Alors ça, c'est tout bête, hein, mais on ne planterait pas, par exemple, des géraniums sur de la terre de bruyère. On ne peut pas mettre n'importe quel champignon sur n'importe quel sol. C'est pourtant ce que le programme que nous propose pas mal d'inoculums commerciaux. Et puis, il faut aussi que ce soit adapté à la plante, car comme je l'ai dit, n'importe quel champignon n'aide pas n'importe quelle plante, et tout repose sur un choix. Donc, il faut un inoculum qui soit adapté à la plante, ou à tout le moins, qui soit fait d'une grande variété de souches, telles que une espèce de plante donnée y trouvera un ou plusieurs partenaires favorables. En d'autres termes, on ne peut pas acheter n'importe quoi et espérer que ça marche, mais on peut quand même, et là j'emprunte quelques diapositives à une boîte à dessin, je vais m'en expliquer tout de suite, un Mycophyto, on peut avoir des démarches qui tiennent compte de ces impératifs. Mycophyto, c'est une boîte, une start-up, qui en fait propose d'aller chercher dans votre sol des champignons. Ils prennent votre sol, ils amplifient tous les champignons qui sont là par des méthodes qui amplifient un grand nombre d'espèces,
et qui leur font faire en fait des spores. Ils vous ramènent ces spores dans votre sol amplifié, comme un pied de cuve, pour doper l'installation, la réinstallation de ce qui est déjà chez vous, mais qui n'y est pas forcément en grande quantité. Alors, vous voyez qu'ici, ces travaux qui sont faits dans les Côtes de Provence montrent qu'effectivement, quand on a pratiqué cette mycorhisation, on a plus de poids de raisin par cep, et ça vient à la fois du fait qu'on a plus de grappes et que les grappes sont plus pondérales. Alors, si j'ai cité cette boîte, moi je suis au conseil scientifique de cette boîte, mais je ne touche pas un rond. Donc il n'y a pas d'intéressement. C'est parce qu'en fait, moi j'ai voulu rentrer au conseil scientifique parce que j'ai trouvé que là, on cochait les cases. Et l'une des cases que l'on coche dans cette méthode, c'est que c'est du one shot, pour parler anglais. C'est-à-dire qu'on fait ça une fois, et après, on ne repaye pas tous les ans. Et ça, c'est un truc important pour se débarrasser de cette logique d'intrant. Ça, c'est un appui, comme un pied de cuve, pour lancer un processus, mais ensuite, le processus, il faut l'entretenir. Et donc, vous pouvez choisir d'acheter des inoculums quand même, ou de ce type-là, c'est-à-dire des inoculums faits sur mesure, mais de toute façon, alors bon, voilà, ça marche très bien dans ce cas-là. Ça ne marche pas toujours aussi bien, d'accord ? Soyons francs. Mais des fois, ça marche très bien. Bon, et puis après, c'est pas de la science exacte. Il y a des fois où ça marche moins bien. En tout cas, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est très important dans la perspective du changement climatique, parce que ce que vous voyez ici, c'est une preuve isotopique que en fait, les plantes sont moins stressées par rapport au manque d'eau. Alors donc ça, en plus, c'est important dans une perspective de sécheresse. Mais une fois de plus, ça ne va pas marcher tout le temps, et de toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne marchera que si vous avez les bons gestes. C'est-à-dire que c'est bien d'aller acheter des inoculums, et même de les acheter qu'une seule fois, mais il y a des choses qu'il ne faudra pas faire. Si vous labourez, vous détruisez les filaments du champignon, donc vous revenez à zéro. Alors vous pouvez repasser à la caisse l'année suivante si vous voulez. Mais donc déjà, c'est incompatible, vouloir jouer sur les champignons mycorhiziens, avec le labour, que ce soit très clair. La deuxième chose, c'est que c'est incompatible avec un sol nu, parce que ça veut dire que quand la vigne n'a pas de feuilles, il n'y a personne pour nourrir les champignons, donc ils crèvent en hiver. Sol nu et labour, c'est pas forcément lié, encore qu'après le labour, le sol se retrouve un temps nu. Mais si vous n'avez pas de champignons, de plantes dans l'interrang pour nourrir vos champignons, quand la vigne elle-même n'est pas active et ne nourrit pas, ou n'amène pas de sucre à ses racines, ça ne marchera pas. Donc vous voyez que, quelque part, la vraie question, c'est quels sont mes gestes, avant même de passer à la caisse pour inoculer, c'est quels sont mes gestes et sont-ils compatibles avec la présence de ces champignons. Ajoutons que les couverts partagent effectivement pas mal de champignons avec la vigne. Alors là, il y a quelques exemples, mais en réalité, on est plutôt sur des partages entre les cultures de l'interrang et la vigne. On est plutôt sur des partages de l'ordre de dizaines d'espèces, avec une dizaine au pluriel. Bien. Donc, vous sentez qu'en réalité, les champignons mycorhiziens, ça ne s'achète pas, ça se cultive, en ayant de la végétation, notamment dans l'interrang. Et non seulement ça se cultive, mais en plus, si vous avez un copain, vous ne l'accueillez pas à coups de charrue, ou vous ne le tabassez pas avec des morceaux de métaux. Donc, non seulement ça se cultive, mais en plus, on évitera de le détruire si on veut le garder. Alors, tout ceci est dit, mais n'est pas forcément pour autant facile à faire. Hein. Je comprends tout à fait que les enherbements posent des problèmes et que l'absence de labour pose des problèmes, notamment quand on est en bio et que c'est la seule façon de gérer les couverts. Bon. Mais néanmoins, les choses sont posées, on ne passe pas à la caisse avant de faire les bons gestes. Alors, ces bons gestes, ils ont d'autres conséquences, bonne ou mauvaise, mais il faut comprendre, et ici vous avez une expérience réalisée sur 4 cépages iraniens, que selon les champignons qui sont présents sur votre cépage, vous allez affecter la production de métabolites secondaires, y compris ceux qui sont sapides. Ici, c'est la quercétine dans les mous, et vous voyez que les taux de quercétine varient selon le champignon qui est inoculé, puisqu'il y a donc là 3 espèces qui sont inoculées, ça c'est sans inoculation, donc c'est la vigne toute seule. Voilà, dans un sol stérile. Et vous voyez que d'ailleurs, quand on fait un mélange de ces 3 souches, on obtient un résultat encore différent de celui des souches séparées. Mais alors ça, on n'en est pas à piloter les champignons qui sont dans un sol pour façonner le profil aromatique des vins, bien sûr. Mais néanmoins, ce que ça veut dire, c'est que la diversité de champignons dans la parcelle fait partie du terroir sol, puisque ça va influencer ce que donne la plante. Et une dernière chose, c'est que
on va ici regarder du sol avec et sans mycorhize. C'est les collègues de l'INRA de Dijon qui ont fait cette jolie vidéo. On verse donc de l'eau et on va voir ce qu'il en est de la stabilité structurale du sol. Ce qui est quand même un problème dans le vignoble. Et vous allez voir que, alors en plus c'est réalisé dans du sol de vignoble cette histoire-là. Donc là le sol il est stérile, puis on a fait pousser des plantes dedans, mais il n'y a pas de mycorhize. Là il y a des plantes qui ont poussé, alors on a retiré les feuilles, hein, mais il y avait des mycorhizes. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, eh bien, la stabilité structurale est plus grande ici. Alors, historiquement, il y a eu des travaux qui ont attribué ça à des produits du champignon qu'on appelle les glomalines, sauf que, pour le coup, ce n'est pas la glomaline qui est active. La glomaline est un artefact d'analyse. On peut se retirer ce concept de glomaline de la tête si on l'a. En réalité, c'est juste le réseau des filaments qui est actif dans ce qu'on observe. C'est vraiment une rétention physique. Et on peut oublier la glomaline, une fois de plus. On a fait beaucoup de tabac autour d'une chose qui était en réalité pas un produit de champignon. Bon, alors maintenant qu'on a vu ces mycorhizes qui ont donc, vous voyez, des fonctions alimentaires, mais qui se répercutent sur la qualité ou la physiologie de la plante, mais aussi le fonctionnement du sol et notamment sa stabilité, venons-en à l'autre problème, c'est de défendre la vigne. Une fois qu'elle est nourrie, il faut encore qu'elle survive et qu'elle ne croule pas sous les pathogènes. Et vous savez tous que c'est quelque chose qui explique la surconsommation qui était mentionnée dans une des toutes premières diapositives ce matin, la surconsommation de pesticides dans le vignoble par rapport à l'agriculture standard. La vigne, elle est fragile. Or, la mycorhize, je vais commencer par la mycorhize, puis après on sortira de terre, hein, parce que voilà, il n'y a pas que la vie souterraine, mais non, notamment la vie souterraine est une protection. Et je voudrais vous parler 2 secondes, de vous donner un exemple de protection par les mycorhizes autour du nématode qui est le vecteur du cournoué, donc du virus du cournoué. Ce virus est transmis par des nématodes qui se nourrissent des racines. Vous en avez ici, vous avez une femelle qui est fixée et donc qui est en train d'accumuler plein d'œufs et qui suce le contenu des cellules racinaires d'une part, et qui d'autre part éclatera à terme en libérant tous ces œufs. Alors en fait, le problème, c'est que ce nématode, qui n'est pas en lui-même très grave pour la vigne, est vecteur de problèmes pour la vigne. Alors, on va regarder les effets d'une présence de champignons mycorhiziens ou pas sur l'infection par ce nématode sur une vigne qui n'est pas Vitis vinifera. Alors souvent, les gens ricanent en disant « oui, il est marrant avec ces vignes exotiques ». Bon, je vous rappelle que les porte-greffes, il n'y a pas trop de vinifera dedans. Hein. Donc c'est plutôt pertinent de prendre ce genre de modèle pour étudier les propriétés du système racinaire. Alors, l'image n'est pas très très jolie, mais on voit très bien que à partir du moment où on infecte des vignes qui sont élevées donc dans des pots, hein, c'est une expérience en pot, par le nématode, on voit que l'infection augmente quand c'est pas mycorhizé, alors qu'elle baisse quand c'est mycorhizé. Et ça veut dire qu'il y a un effet de protection. Mais il y a plus. Si on regarde le détail de ce qui se passe dans les racines qui sont mycorhizées, qu'on regarde ces racines séparément, on s'aperçoit qu'elles sont chacune plus ou moins mycorhizées. Et donc on peut établir le genre d'étude suivante, où on regarde le degré d'infection, c'est-à-dire le nombre de nématodes qu'on voit sur les racines, en fonction du pourcentage de la longueur de la racine qui est mycorhizée. Sachant que d'une racine à l'autre, ça varie. Et ce que l'on voit, c'est que plus c'est mycorhizé, moins c'est malade. Et, alors vous allez me dire, c'est une corrélation, mais en fait, on sait aujourd'hui, je ne vais pas entrer en détail, que c'est vraiment causal, c'est bel et bien la présence du champignon qui en fait défend son garde-manger. Hein. Il n'y a pas d'amour de la vigne chez les champignons. Hein. Il y a juste, plus il défend ses ressources, plus il mange, plus il se reproduit. Et donc c'est un mécanisme évolutif tout simple qui conduit à ce que les champignons protègent les racines de vigne en plus de les nourrir. Et donc la mycorhize ne doit pas être vue simplement comme une association trophique, mais c'est aussi quelque chose qui défend et qui peut permettre de réduire l'utilisation de certains pesticides. Alors, ça ne fera pas forcément tout le travail, hein, mais c'est un des outils disponibles. Et j'aimerais maintenant qu'on passe sur les parties aériennes. Dans les parties aériennes, on a aussi des champignons, on en a en abondance, on n'a d'ailleurs pas que des champignons. Voilà un petit peu sur les différentes parties
de la vigne, les groupes de champignons qui dominent sur le furmint, comme cépage. On voit notamment des épicoccum, on en reparlera tout de suite après. On voit des mauvaises nouvelles. Il y a toujours un petit peu des résifés nécators, il y a toujours un petit peu d'oïdium. Après, ils s'expriment ou pas sous forme de maladie. Puis on a tout un tas de choses. On a du botrytis notamment. Là encore, il ne s'exprime pas forcément sous forme de maladie, mais il est présent, vous voyez, en bleu foncé, notamment sur les grappes. Voilà, donc en plus il y a un effet saisonnier, mais ça c'est encore une histoire qui va dépendre des années. Donc il y a un cortège qui est varié, qui dépend de l'organe considéré et qui dépend aussi de la saison, enfin qui dépend de tout, quoi. Il n'y a pas un seul facteur qui intervienne. Maintenant, où sont ces microbes et notamment où sont ces champignons? Ils sont à la surface de la feuille, c'est sûr, mais il y en a aussi dans la feuille. Et c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que la feuille, c'est plein de trous. Et des trous qui communiquent avec l'extérieur, puisque c'est des trous pour respirer. Voilà par exemple une coupe de feuilles. Elle a du mal. Voilà. Alors sur cette coupe de feuilles, désolé, c'est un petit peu foncé, les cellules de la feuille sont en brun, et en noir, vous voyez toutes les lacunes. Ces lacunes permettent au gaz, au CO2 et à l'oxygène de diffuser entre les cellules et assurent donc une fonction pour la photosynthèse le jour et pour la respiration la nuit. Et ces trous, ils communiquent avec l'extérieur, évidemment. Il y a des communications avec l'extérieur qui sont les stomates, techniquement, qui sont les prises d'air. Voilà. Et par là rentrent les champignons qui, ici, sont colorés en vert. Vous voyez très bien ces filaments de champignons. Dans la masse d'une feuille même saine en termes de maladie, il y a des champignons. Une feuille de vigne, c'est, même en nettoyant la surface, 10 à 50 espèces de champignons qu'on dit endophytes, qui ne sont pas simplement en surface, mais qui sont carrément dans les tissus, parce que chez les plantes, les cellules sont séparées entre elles et ça laisse passer des filaments. Ce n'est pas le cas chez nous. Nos cellules sont à touche-touche et nous hébergeons des bactéries et des champignons, mais nous les hébergeons uniquement sur nos surfaces et dans nos creux, comme le tube digestif. Ce n'est pas le cas des plantes. Les plantes, elles sont carrément contissées, mélangées, mêlées de bactéries qui ne m'intéresseront pas aujourd'hui et de champignons jusque dans les tissus. Alors, parmi les champignons qui peuvent être dans, mais surtout dehors, il y a des champignons comme les trichoderma. Vous savez sans doute d'ailleurs qu'il y a des formulations commerciales qui sont proposées pour ça. Ces trichoderma, en fait, ils poussent, vous voyez, là, ils poussent autour des filaments des autres champignons et ils s'en nourrissent. Donc les trichoderma sont des écrans à champignons pathogènes dont la présence est favorable. Alors voilà quelques travaux avec différentes façons d'inoculer, mais oublions le champignon. On voit que par rapport au contrôle qui n'a pas de trichoderma, la présence de la souche de trichoderma P1 ou M10 réduit l'incidence de l'oïdium. Elle ne la supprime pas. Ça, c'est le problème de toutes les solutions biologiques, c'est qu'elles ne sont pas totales. Mais on reviendra tout à l'heure là-dessus, les solutions totales ont un défaut. En revanche, c'est un outil pour limiter ce genre de maladie. Vous voyez qu'ici, le rendement peut en être augmenté. Ici, on a une autre souche qui est de Trichoderma arsianum, mais le rendement il est augmenté de tout ce que n'auront pas mangé les champignons parasites qui se développeraient sur les feuilles, évidemment. Et chose assez amusante, je vais passer là-dessus, mais il y a une chose assez amusante, c'est que quand vous regardez le contenu phénolique, là encore, des mous, vous apercevez qu'il est aussi affecté par la présence du champignon, il est augmenté. Alors, je ne dis pas que ce soit bien, parce que je ne sais pas ce que ça donne en dégustation, cette histoire-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, au passage, je vous montre que cette histoire de l'influence des champignons présents dans la plante sur les tanins et les composés potentiellement intéressants dans les mous, eh bien, c'est aussi vrai pour les champignons qui habitent les feuilles. On ne sait pas aujourd'hui, une fois de plus, piloter ça finement pour faire le goût qu'on veut ou qu'on souhaite, mais ça fait partie des paramètres que ces champignons-là. Alors, voilà, des travaux récents que j'emprunte donc à des collègues de l'INRA de Bordeaux, donc notamment à Paola Fournier, montrent que quand on regarde des parcelles qui sont caractérisées par des sensibilités variables au mildiou, on s'aperçoit qu'il y a des champignons sur les feuilles qui sont différents. Et en particulier, on s'aperçoit qu'on a tout un tas de levures qui sont plus présentes dans les parcelles plus résistantes.
Alors là, c'est intéressant parce que on peut se demander si c'est une cause ou une conséquence. Et ça, je ne vais pas vous apporter la réponse. Désolé, ils sont d'ailleurs en train de la chercher. Mais ça veut dire qu'il y a potentiellement des outils à aller chercher là, on verra, hein, mais ça se tente, pour rendre les feuilles moins sensibles. Après, pour l'instant, on ne sait pas si ces champignons qui sont plus présents et qui sont souvent d'ailleurs des pathogènes quand c'est sensible au mildiou ou plus présents quand c'est pas sensible, on ne sait pas s'ils ont un rôle causal ou si juste ils profitent de ce qui se passe pour s'installer ou pas. Mais en tout cas, on retrouve ça. Alors ça, c'était dans la phylosphère, c'est-à-dire dans les champignons qu'il y a autour de la feuille, et qu'en général, on récupère par lessivage des feuilles surfaciques. Mais quand on regarde dans la feuille, on trouve également qu'il y a des différences et qu'il y a notamment des épicocomes et des espèces très proches dans les didymellacées. Il y a tout un tas de champignons qui sont surreprésentés, surabondants, en quantité dans les parcelles résistantes au mildiou. Et là encore se pose la question de savoir si ils sont en autostop du phénomène ou si au contraire ils y contribuent. En tout cas, tout ça est très prometteur parce que, une fois de plus, on va pouvoir envisager de faire autrement. Et dans les façons de faire autrement, on ressort un tout petit peu de l'invisible pour passer dans le visible. Et ben, il y a aussi ces acariens qui courent sur les feuilles, dont les triflodromes, et qui se réfugient dans les touffes de poils à la face inférieure des feuilles. C'est là qu'ils pondent, c'est là qu'ils roupillent, c'est là qu'ils s'accouplent, c'est là qu'ils muent aussi, parce que les acariens, ça mue, et quand vous perdez votre peau, bah, vaut mieux être à l'abri qu'exposé aux prédateurs. Hein. Surtout qu'en plus, la peau neuve, elle est plus souple, donc l'acarien qui vient de muer, il est meilleur à manger. Je vous dis ça parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de consommer des acariens, mais il vaut mieux les consommer juste après la mue. Et donc, eux, ils se réfugient pour muer voilà, là, dans ces touffes de poils. Et ces acariens, en fait, et notamment les typhlodromes, sont des acariens qui mangent les acariens phytophages qui viennent coloniser la feuille et qui mangent les germinations de champignons. C'est-à-dire que ces acariens qui, quand ils se nourrissent, ils vont nettoyer la feuille. Et c'est des agents aussi qui sont très importants pour retarder l'installation des maladies. Alors, évidemment, ces acariens, c'est comme tout ce que je vous dis, ce n'est pas des solutions à 100%. C'est juste des choses qui ralentissent la progression de la maladie ou diminuent la probabilité de son incidence. Mais néanmoins, ça fait partie des armes qu'on a. Et le problème, c'est que assez souvent, voilà, on travaille sans eux. Par parenthèse, c'est une raison de réintroduire des arbres. Alors Alain doit être là, réveillez-le s'il est en train de dormir. Non, il est déjà parti au bar. Ah, bon. Donc c'est une des raisons de remettre des arbres dans ou à côté des vignes, parce que ces acariens, on les a aussi sur les feuilles des arbres. Hein. C'est une grande banalité sur les feuilles des arbres tempérés, où ils ont le même rôle. Et en fait, la vigne, elle partage ses acariens avec les arbres, parce que normalement, à l'état sauvage, elle grimpe dans les arbres. Et c'est vrai qu'avoir des arbres qui entretiennent des stocks d'acariens dans ou à côté de la vigne, donc faire de la vitiforesterie, c'est une des façons d'entretenir le stock d'acariens. Donc c'est ça, c'est pour donner une des raisons qui conduisent à proposer d'utiliser l'arbre. Le problème, c'est que nous, on a des méthodes de lutte qui sont alors bien plus efficaces que les acariens, n'est-ce pas, ou les trichodermas contre les maladies, avec des produits chimiques. Et c'est beaucoup plus efficace. Là, c'est du 100% de réussite. Sauf que la plupart de ces méthodes de lutte sont tous azimuts. Elles ne sont pas chirurgicales du tout. Ça tue tout, y compris les acariens, vous y êtes. Donc, effectivement, c'est la fin de vos ennuis, mais c'est aussi la fin des auxiliaires qui limitent l'incidence de ces ennuis. Et c'est le début d'une dépendance à remettre ces produits. À l'avenir, il va falloir vraiment qu'on arrive, mais je veux dire c'est plus d'ailleurs un problème de recherche que de praticien, à avoir des méthodes d'intervention un peu plus chirurgicales. C'est la même chose d'ailleurs en antibiothérapie chez l'homme, hein, qui tapent plus sur l'agresseur que sur les auxiliaires, et qui maintiennent au contraire les auxiliaires. Sachant que les auxiliaires de santé d'une plante ou de l'homme d'ailleurs ne font pas tout le travail. Ils diminuent le risque d'être malade, mais ils ne soignent pas complètement. Donc, de toute façon, on n'obtiendra jamais le même résultat, mais peut-être qu'on ne perdra pas au passage d'autres propriétés des écosystèmes, comme la stabilité des sols, quand on perd les champignons mycorhiziens. Alors, on arrive, il va bientôt falloir donc préparer du vin, là, surtout que l'heure du repas approche doucement. Dans des étapes finales,
Il y a aussi des présences des champignons, et d'ailleurs de bactéries également, quand on va commencer à passer du raisin au mou. L'une des histoires les plus amusantes, pour un mycologue en tout cas, c'est la pourriture noble. Alors la pourriture noble, elle est toujours sur le fil, hein. Tout dépend du moment où elle s'installe et de l'endroit où elle s'installe, parce que sinon, c'est une sale maladie, ça s'appelle plutôt de la pourriture grise, ça vous le savez. Mais installée à un certain moment sur les raisins, ça va faire un travail intéressant, enfin potentiellement intéressant. Après, selon les régions, on choisit ou non de valoriser cela. D'ailleurs, il y a des régions où on n'a pas les conditions climatiques pour que la pourriture noble s'installe et fasse un bon travail. Mais ça permet de faire des vins qui, vous savez, ont plusieurs caractéristiques. D'abord, une caractéristique visuelle, c'est d'être plus ambré, plus doré. Et puis, des caractéristiques aromatiques, dont on peut très bien d'ailleurs corréler à des molécules repérables par des chromatographies. Les vins botrytisés, ah oui, il y a un petit peu de voilà, ça c'est Apple et Microsoft. Mais donc en gros, vous avez du vin botrytisé qui est rouge ou vert, et puis du vin issu de raisins complètement sains. Vous voyez que vous avez des grosses différences sur un certain nombre de composés. C'est pas qu'ils soient complètement absents en l'absence de botrytis, mais il y en a qui sont plus ou moins présents, et donc on change en fait les abondances. Et en fait, une des choses que l'on fait, c'est que pour se protéger des tanins qui sont toxiques pour lui, rappelons-nous que les tanins, une de leurs fonctions, c'est de défendre les tissus végétaux. Eh bien, en fait, le champignon les oxyde. Ça s'accompagne d'un virage coloré et puis d'une perte d'astringence, qui sont des éléments assez caractéristiques des vins botrytisés. Donc, il y a ce changement de couleur qui est un des produits de l'activité chimique, biochimique du champignon, et puis il y a tout un tas de composés aromatiques qui apparaissent. Et ici, dans ces fleurons de dégustation, vous voyez qu'on voit sortir des arômes de pêche surtout sur certains cépages. On a des profils aromatiques qui sont différents et qui viennent en fait des modifications opérées par le champignon. Alors, je ne vais pas faire un topo trop long là-dessus, mais il y a en fait dans les modifications aromatiques possibles tout un tas de phénomènes qui viennent des champignons, et notamment des champignons pathogènes. C'est-à-dire que quand une plante est attaquée par des champignons, elle fait plus de tanins. Et c'est le cas des plants atteints par le typiose ou l'ESCA. D'ailleurs, ça a inspiré à d'Arenberg, dans le McLaren Vale, en Australie, un vin qui s'appelle le Dead Arm, puisque c'est le nom de certaines formes d'esca en anglais, qui est un vin qui est produit en petite quantité et qui est produit à partir des raisins qui poussent sur les parties survivantes de vignes malades. Alors, additionner de grappes issues de pieds sains, parce que sinon, en quantité, ce serait dérisoire. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont goûté, mais comparé au vin issu de grappes de pieds sains, il y a des différences aromatiques très très nettes, notamment sur la concentration tannique. Hein, et donc, c'est un vin qu'il propose de vendre plus cher. La bonne blague, hein, c'est que c'est un vin qui coûte un bras. Et voilà, donc bon courage pour traduire ça. Mais plus sérieusement, c'est une expérience olfactive et de dégustation assez intéressante. Évidemment, vous me voyez venir, sur les fruits, il y a la fameuse pruine, c'est-à-dire ce revêtement pelucheux qui retient tout un tas de microbes. Et ça, évidemment, ces microbes qui sont présents et qui atteignent ramener au gramme de fruits des nombres assez impressionnants, c'est évidemment le début de la vinification, au sens où ils vont être présents également dans le mou et ils vont pouvoir intervenir dans la fermentation. Alors, c'est le moment ici de faire un détour par les fêtes à la parcelle et par les fêtes à la cave. On sait très bien que selon les régions, vous avez ici des points qui sont des prélèvements, et ces points dans ce diagramme sont d'autant plus loin que les levures que l'on trouve sont dissemblables. Et inversement, les points sont d'autant plus près que les levures sont semblables. Bon, on voit très bien que ce qui vient de la Central Coast est un peu différent de ce qui vient de la Napa et de ce qui vient de la Sonoma. Mais par contre, tout ce qui vient de la Sonoma se ressemble plus ou moins.
Alors, il y a effectivement un effet du terroir sur la diversité des levures. C'est donc de la diversité génétique de levures qu'on regarde ici. On voit très bien que il y a un effet de terroir sur les levures qui sont présentes sur les raisins. Il y aurait donc une dimension microbienne, là encore, sur le fruit. Alors attention au point d'interrogation, hein. D'ailleurs, il y a aussi des effets cépage sur cette diversité génétique des levures, cette fois-ci en prenant les cépages en complantation ou dans des parcelles voisines. Mais, en fait, la réalité est un peu plus compliquée. Alors, on a encore ici un diagramme où on met des échantillons, hein, on met même des souches, là. Hein, et ces souches sont d'autant plus près dans le diagramme, chaque point c'est une souche, et elles sont d'autant plus proches qu'elles sont proches génétiquement, et d'autant plus loin qu'elles sont éloignées génétiquement. Et vous voyez qu'ici, on a les souches prélevées sur la peau du raisin au champ, et là, les souches prélevées à la cave. Ce n'est pas les mêmes. À la cave, je veux dire, sur les parois, dans la futaille, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ramasser ces raisins, sur lesquels on avait ramassé ces levures, et on va commencer à les vinifier à la cave, sans inoculation. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Je mets maintenant les levures qu'on trouve dans le mou des raisins qui portaient ces levures. Les souches qu'on trouve, c'est des souches de type souche de cave. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'être adapté à la cave, c'est pas être adapté à vivre sur une peau en plein champ. Et donc, quand le mou rentre, ceux qui étaient adaptés au plein champ calanchent souvent, pas toujours, mais souvent, et ceux qui sont en embuscade dans la cave et qui sont adaptés aux conditions de cave, notamment le sulfite, notamment la carence en azote, ils se développent mieux. Et donc, c'est la cave qui fait le travail. Alors, vous remarquez quand même que j'ai là une souche que j'ai ramassée dans le champ et qui ressemble aux souches de cave. Oui, il y a des souches de cave qui ressortent dans les champs, ne fût-ce d'ailleurs qu'en compagnie des vignerons, et qui finissent à partir du champ par être capables d'ailleurs de gagner d'autres caves. Il y a des flux entre les deux compartiments, c'est poreux, mais ces flux sont réduits à cause des problèmes d'adaptation que je vous dis, et donc, quelque part, s'il y a terroir de levure, c'est le terroir de cave. Et cette histoire de terroir de cave fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étudient la diversité microbiologique et fongique associée à la cave. Alors je vais passer sur les mauvaises nouvelles venues du champ. Je ne voudrais pas passer trop de temps sur ces levures-là, d'autant que je n'ai plus de temps. Mais j'espère vous avoir convaincu que dans le paysage, là, il y avait des champignons, même si vous ne les voyez pas, et que leur présence se matérialise par des effets, aussi bien sur la vigne que sur le vin. Et quelque part, pour reprendre la thématique de ce colloque, dont on ne pourra jamais se féliciter trop qu'il ait lieu, l'idée, c'est que la biodiversité, c'est pas juste un truc à préserver comme ça, c'est quelque chose qui fait notre environnement et qui, notamment, si vous vous intéressez au terroir, fait le terroir. Il y a une couche microbienne, et cette couche microbienne, c'est pas simplement du terroir à afficher, c'est aussi des outils dont on commence à comprendre l'ampleur et la portée, et donc dont on commence à avoir la perspective de les utiliser, alors que jusqu'ici, non seulement on ne les utilisait pas, mais en plus, ignorant de ce qu'ils étaient, nous avions des gestes, comme laisser le sol nu, comme labourer, comme mettre du sulfate de cuivre, alors tiens, ça dure encore un peu, hein, qui ne sont pas compatibles avec la présence de cette diversité. On ne sortira pas de l'état où nous sommes maintenant en un jour. Mais il faut garder à l'horizon cette idée que cette diversité, c'est avant tout une façon d'agir. Et que, en l'ignorant, nous avons développé des pratiques qui nous empêchent de l'utiliser. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention.